Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Robert Spotlight. Robert Spotlight, Patrick Tressé. Patrick, bienvenue dans le show. Bonjour Robert et merci de m'avoir ici, c'est très sympa. Merci de ta présence. Patrick, peux-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui me connaisse, mais bon. Je suis un artiste, je suis français, donc je suis un artiste dans l'art contemporain ou nouveaux médias, en fait. J'ai une carrière Enfin, ça marche depuis 10 ans, quoi. Ça marche assez bien. J'ai exposé autour du monde, dans les musées et festivals, etc. Mais comme c'est du nouveau média, c'est pas le parcours classique de l'art contemporain où on vend des trucs. C'est une relation avec les NFT. C'est-à-dire, on loue nos œuvres plus qu'on les vend. Donc, c'est particulier. Donc, c'est ça. Depuis 10 ans, je navigue dans ce milieu en ayant la chance de pouvoir en vivre et de financer un studio. Et donc, j'étais basé longtemps à Londres et maintenant, je suis à Bruxelles. En fait, je suis français, mais toute ma vie d'adulte a été passée à l'étranger. Je suis toujours à l'étranger pour l'instant. D'accord. Donc là, actuellement, tu vis à Bruxelles. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord, ok. Et donc, du coup, tu disais que donc ça fait 10 ans et pendant 10 ans, tu as pu exposer de par le monde. Ouais, c'est ça. Pour un artiste, c'est une grande chance de pouvoir vivre de son travail, quoi, si tu veux. C'est vraiment un privilège. Et parce qu'en fait, j'ai un best-seller, entre guillemets, une pièce qui est très populaire. Et en fait, depuis même plus de 10 ans, en fait, je tourne autour du monde et tout le monde, tout le temps, veut cette pièce. Bon, ça s'est un peu calmé avec la pandémie, mais sinon, ça a été, enfin, c'est bien d'avoir un best-seller, entre guillemets, un truc populaire. D'accord. Et ce best-seller, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, c'est un ensemble de robots, plusieurs robots. Bon, c'est pas des robots qui ressemblent à des humains, hein. C'est des bras et un œil. Et en fait, ils réagissent à ce qu'ils voient en faisant des marques, des traits. Et la pièce la plus populaire que j'ai, c'est plusieurs robots qui dessinent une personne. Mais c'est comme une performance, c'est-à-dire que la personne c'était immobile pendant une vingtaine de minutes, comme ça, et donc c'est un show, une performance pour les gens qui regardent, bien sûr aussi pour la personne qui est assise, mais bon, c'est un ensemble. Et ça c'est vraiment, ça fonctionne très bien avec le public, c'est intéressant. Et même si j'expose énormément cette pièce, je travaille toujours dessus pour pas que je m'ennuie, en fait. Donc, elle évolue complètement tout le temps. Mais c'est vraiment très bien d'avoir une pièce comme ça. Bon, j'ai d'autres installations, mais celle-là, c'est la plus demandée. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai une question, parce qu'en fait, je me souviens plus sur quel site j'ai lu ça, mais il y avait une information qui disait que, en gros, tu utilisais en fait cette technologie, en fait, les robots pour peindre, parce que tu ne pouvais plus peindre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu ne peux plus peindre? Euh, donc j'étais peintre pendant presque une quinzaine d'années avant de faire ça. Je suis pas si jeune que ça. Et donc à un moment, ouais, j'ai eu un bloc. En fait, ça avait plus de sens de faire la peinture. J'arrivais plus à mettre des émotions dans mon travail, etc. Et pour différentes raisons, enfin ouais, j'ai plus de mal à être un peu expressif dans mon travail de peinture. Et là, en fait, j'avais un ordinateur quand j'étais tout petit. euh, Et donc, je savais que je pouvais faire quelque chose avec la programmation, surtout que les ordinateurs avaient énormément évolué pendant l'âge où j'avais 9 ans. Et quand j'ai eu, je sais pas, j'avais presque je sais plus, je devais avoir presque 40 ans quand je me suis remis à l'utilisation des ordinateurs. Donc j'avais l'intuition que je pouvais faire quelque chose avec les ordinateurs au niveau artistique. Et, et dès le début, en fait, j'ai cherché dans la même direction que ce que j'essayais de faire à la main, en fait. Donc il y a une continuité. Et dès que j'ai commencé, en fait, je me suis rendu compte que ça me convenait mieux de faire du travail avec les ordinateurs que avec c'est moins fatigant, quoi. Être peintre, je sais pas pourquoi les gens font ça, mentalement, c'est épuisant. Je sais pas pourquoi.
Quand je dis ça, des Ok, peintres, ils sont là. Ouais, je sais. Non, non, les gens d'a- comprennent. d'accord. Et du coup, cette technologie, donc c'est des bras articulés avec de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une technologie en fait que tu as utilisée en reprenant, je sais pas moi, une installation qui était déjà présente, ou est-ce que c'est vraiment du fait maison? Est-ce que c'est un mode hybride? Est-ce que tu peux expliquer comment ça marche? Oui, donc j'ai développé ça au fur et à mesure. D'abord, j'ai commencé à travailler tout seul, et puis en fait, je me suis senti limité dans ce que je savais faire. Donc, j'ai joint un programme de master c'était technologie et art à Goldsmiths College à Londres, en mature student. Et donc, et après, j'ai commencé un doctorat. Et donc, le premier robot que j'ai qui est la base en fait du- des installations. J'ai développé ça pendant le doctorat. Donc, c'est basé sur de la recherche et je programme tout. Mais en programmation, on ne travaille pas tout seul. Même si on travaille dans son coin, dans sa chambre ou dans son atelier tout seul, en fait, on utilise des librairies qui existent, en fait. Donc, le travail de gens très intelligents qui font de la recherche, etc., c'est un peu comme développeur. Bien sûr, il y a énormément de programmation et c'est ce qui est intéressant. Et c'est ce qui me permet en fait d'être. Parce qu'il y a deux genres d'artistes qui font du travail avec la technologie, ceux qui sont plus des artistes producteurs en fait, qui travaillent avec des développeurs, etc., et des gens qui fabriquent, et eux sont plus comme des directeurs de cinéma, D'accord. etc. Et ça n'enlève pas à la qualité du travail. Et moi, je suis plutôt dans celui qui fait tout, comme en fait, comme un peintre qui travaille en fait seul, et ça me permet d'être complètement entre guillemets, dans les robots, et donc de faire ces trucs-là. Mais c'est une particularité. Et en fait, ça limite un peu, je commence un peu à changer d'avis, parce qu'en travaillant tout seul, enfin bien qu'on travaille jamais tout seul, à un certain moment, il y a vraiment une limitation. D'accord. Et est-ce que cette pratique, si je dis que c'est du plotting, est-ce que je me trompe? Oui, complètement. D'accord. Donc, quelle est la différence avec le plotting? Donc, c'est-à-dire que les robots dessinent vraiment. Déjà, un bras de robot, c'est très différent d'un plotter. Un plotter, ça fait exactement ce qu'on lui demande. Ça trace un robot à cause de la flexibilité du bras, de la vitesse, etc. Et les moteurs ont toujours un peu de jeu. Ça permet d'avoir un geste expressif. Et donc des dessins avec des gestes, ce qui n'est pas possible avec les plotters. Et aussi, le dessin se déroule pendant l'action, en fait. C'est-à-dire il y a du feedback, donc le dessin n'est pas calculé à l'avance. Le dessin est généré, enfin généré. Le dessin se produit vraiment sur la page, c'est vraiment du dessin. Et ça change beaucoup la perception du dessin quand on le regarde. En fait. Ça fonctionne sur le système perceptuel de la même façon qu'un dessin fait à la main. Normalement, un dessin fait à la main, il y a des théories qui disent que dans notre cerveau, on répète les mouvements qui ont créé le dessin, quand c'est un dessin à la main. Enfin, c'est des théories, mais bon, c'est intéressant, c'est assez joli comme théorie. Et donc, c'est du dessin et pas ploté. Mais j'utilise aussi des plotters pour d'autres travaux. C'est pas, parce qu'il y a une partie de mon travail, c'est le dessin, et là, il y a vraiment une recherche de dessinateur. En fait, je suis toujours dessinateur, je suis toujours peintre. Mais une énorme partie du travail, et c'est pour ça que j'expose, c'est le côté performatif. C'est-à-dire qu'il y a un côté théâtral et les gens observent le processus, observent les performances, en fait. Et donc là, c'est essentiel d'avoir des robots, parce que c'est un peu comme des marionnettes, les robots. Ça a le même impact sur les gens qui regardent, le même effet, en fait. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont calculées dans le comportement des robots qui sont juste là pour les effets théâtraux ou théâtre, je sais plus, mon français est Je assez sais pas. limité de J'ai nos compris. jours. Il s'est réduit. D'accord. Et du coup, ces performances, est-ce que c'est quelque chose que tu réalises souvent dans l'année? Est-ce que c'est quelque chose qui est exceptionnel? Est-ce que c'est tous les trimestres? Quelle est la fréquence en fait des Ah ben, performances? en fait, j'ai toujours des robots qui dessinent quelque part dans le monde. Euh, Ok. Là, j'ai deux installations qui tournent aux États-Unis. J'en ai une à Austin et une à Scottsdale.
en Arizona. Et Austin au Texas. Et sinon, je ne sais plus. Ah, j'en ai en Allemagne aussi, là, en ce moment, 2. Et c'est tout. En ce moment, c'est calme. En 2019, donc avant le truc qui s'est passé, là, avant Covid, j'avais fait 19 expositions dans l'année. Donc, je tourne beaucoup. Et là, donc avec Covid, même si j'ai travaillé un peu dans différents pays, ça s'est énormément calmé, puisque c'est tout basé sur le public, en fait. Et là, ça reprend très, très doucement, en fait. Ouais, c'est très, très, très... Ouais. Enfin, ça va. On ne peut pas se plaindre. D'accord. Et du coup, donc là, tu disais que tu as deux installations, je vais prendre cet exemple, deux installations aux États-Unis, donc Austin et Scottsdale. Euh, Comment ça se passe? Il faut que tu envoies les bras auparavant. Comment ça se passe l'installation physique? Toi, tu es en Belgique. Comment ton installation se met en place et ensuite il y a une performance qui est déroulée? Ouais, donc en fait, les robots c'est la même chose. Il y a un côté de sculpture, en fait, de mise en scène. Les robots sont installés. En fait, le corps du robot, c'est des vieux pupitres d'écoliers. Ça a toujours été comme ça depuis le début. Donc, il y a plusieurs pupitres d'atelier. Il y a une lampe qui est accrochée sur un chevalet de peintre, etc. C'est une mise en scène, en fait. Et puis, le fauteuil ou la chaise pour la personne qui assiste. Donc, j'envoie l'ensemble aux différents endroits dans le monde. Quelquefois, quand il y a des petits budgets et que je voyage, j'emmène les bras avec moi et on utilise des vieilles tables d'écoliers sur place. Ce que j'ai fait, c'était quoi, au mois de mars ou février, au Brésil, en fait. Parce que je n'ai pas pu résister à aller à Rio. Donc, j'ai apporté, ils n'avaient pas un budget énorme, donc j'ai apporté les bras et les composants. Et on a fabriqué sur place les robots. Et puis, comme ça donne une touche locale, en fait, pour les gens. Parce que les tables d'écoliers dans chaque pays sont très standards. Donc, quand on voit une table d'écolier, ça rappelle à tout le monde quelque chose, en fait. Et puisque s'il y a ce côté, c'est très différent si on est au Japon ou en Thaïlande ou au Brésil. Les tables sont différentes. D'accord, ok. Donc je cerne mieux. Donc imaginons demain, comment ça se passe en fait pour les performances? Est-ce que c'est toi qui contacte, je sais pas moi, un lieu, un centre d'exposition ou quelque chose, ou c'est plutôt l'inverse? Te contacte pour demander ta performance. Comment ça se passe? Oui, bah, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ce best-seller. C'est qu'en fait, j'ai pas eu besoin de chercher du travail pendant 10 ans. Maintenant, c'est la même chose, ça change. Donc, c'est ça. Et en fait, quand je dis performance, c'est eux, après, ils organisent, c'est-à-dire qu'en général, il y a un calendrier en ligne et les gens s'inscrivent, etc. Et donc, les performances, c'est les personnes du public qui posent pendant 20 minutes. Mais oui, encore maintenant, je n'ai pas trop besoin de chercher du travail. Après, j'ai des pièces plus grandes où là, je commence à travailler avec un agent parce que c'est plus... parce que j'ai une pièce qui s'appelle La Classe, en fait, où là, c'est 10 robots qui sont vraiment placés comme dans une classe d'école. La première version, il y avait 20 robots, donc c'était assez grand. Et là, en fait, j'avais eu un prix, mais c'était en 2019 et avec Covid. En fait, normalement, j'aurais dû avoir beaucoup de boulot avec ça. Et avec le Covid, en fait, ça a complètement cassé. Ça Donc, il faut ralentit. refaire un travail de promotion. Donc, et puis, c'est une pièce plus lourde. Donc là, il y a besoin de démarcher plutôt. Et moi, je suis incapable de faire ça. Donc, j'ai besoin qu'il fasse. Parce que j'ai jamais fait ça. Donc, je ne sais pas du tout. C'est pas mon travail de vendre. D'accord. Et d'ailleurs, j'en profite. Comment avait été fait la promotion en 2019? Et là, globalement, tu te fais accompagner. Et est-ce que tu as une vue sur la stratégie pour promouvoir en fait cette performance, donc la classe? Donc j'ai un agent producteur, on commence juste à travailler ensemble. Et lui, donc, il a des contacts dans différents festivals, musées, etc. Et on va aussi utiliser des contacts que j'ai, puisqu'en fait,
comme j'ai beaucoup exposé, j'ai beaucoup de contacts. Je sais qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés. Donc, mais c'est lui qui va faire le démarche. Il est en train de préparer un dossier. On va faire une vidéo et puis après, on va voir. D'accord. Donc, si je me permets de faire une sorte de synthèse du protocole de promotion, en fait, il y a une vidéo en fait, qui met en avant la classe, donc les 10 robots, etc. Et ensuite, cette vidéo sera fournie à un ensemble de contacts et ensuite, vous allez voir qui pourrait être intéressé. Oui, oui, c'est ça. C'est du travail, j'imagine, comme si on a une pièce de théâtre ou de danse, etc. Et on essaye de la présenter. Des musiciens. Il y a un côté quand même dans les nouveaux médias où c'est très similaire au théâtre, performance ou petit groupe de musique. Il y a ce côté un peu où c'est comme du spectacle vivant presque, même si ça peut être plus sur la durée puisqu'on peut laisser les œuvres pendant j'ai des expositions qui durent 1 an ou 6 mois, mais il y a un côté un peu similaire dans le fait que c'est presque que de la location. Enfin, c'est pas la même chose que l'art contemporain où on présente en galerie et on vend. C'est complètement différent, en fait. D'accord, parfait. Patrick, à partir de quel moment tu t'es intéressé au NFT? Est-ce que tu te souviens ce qui à partir de quel moment tu t'es intéressé à ce monde-là? Ben, le premier, j'étais en train avant ce programme, ce show, j'ai regardé et je me suis rappelé que c'était parce que je suivais déjà le travail de Robbie Barat. Donc, j'ai su quand il a fait le truc avec Christie, j'ai regardé, c'était en 2018, et qui a donné, où il a donné, je ne sais plus, 400 NFT. En fait, je crois que c'était les premiers NFT mintés sur Super Rare. Et il a donné comme ça 400 cartes avec la possibilité de récupérer les NFT aux gens du public de Christie's, parce qu'il y avait eu une conférence ou un séminaire comme ça. Et en fait, très peu de personnes ont récupéré les NFT. Et maintenant, les gens, quand ils en retrouvent, bon, il y a quelque temps, ça valait des millions, quoi, ces trucs. Mais bon, maintenant, les prix, j'imagine, ont changé. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai entendu parler des NFT. Et après, j'ai un peu, j'ai regardé plusieurs fois, je me suis approché. Et ce que j'ai trouvé au début, qui était intéressant, c'était l'énergie, en fait. Il y avait assez peu de monde et c'était assez modeste, les prix de vente à l'époque. Il y avait vraiment une belle énergie. On sentait juste en regardant les sites comme ça. Et donc, au début, je me suis dit, ah ouais, je devrais faire ça, parce qu'il y avait quand même le côté de vendre quelque chose. Enfin, il y avait quand même le truc d'échanger et de vendre depuis le début. Puis je me suis intéressé, je me suis dit, ah ben, je devrais faire quelque chose, mais ma pratique n'est pas digitale, en fait. Ma pratique est physique. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches à ce moment-là, mais bon, j'étais tellement occupé avec ma pratique physique, enfin, dans le monde réel, que j'ai jamais eu le temps vraiment de développer quelque chose. Et donc, j'ai gardé mon œil là-dessus, etc. Et donc, après, quand j'étais un peu plus prêt à rejoindre, j'ai des amis, Memo Atken et Joanie Lemercier, enfin surtout Memo Atken, qui a écrit les articles sur la pollution, l'impact environnemental d'Ethereum. Et comme c'est des amis proches, je les suis tout de suite. Et donc, j'allais, à peu près à cet endroit-là, j'étais presque prêt à joindre la foire des NFT, enfin le mouvement des NFT. Et donc là, par contre, j'ai mis un frein au truc, puisque évidemment, je ne pouvais plus joindre dû à l'impact écologique. Et donc, ça a un peu délayé mon activité dans les NFT. Ouais, l'adoption, voilà, c'est ça. D'accord. Donc ça c'est donc 2018 Robbie Barat, c'est ça? Ouais. Et ensuite l'article sur Ethereum qui parle en fait du fait que Ethereum est énergivore. Donc ça c'est tu te souviens de la date également? Bon, c'est 2018, 2019? c'est, je crois, septembre ou octobre 2019. Ok, ok.
Donc, octobre 2019. Donc, tu mets un frein sur euh, les NFT parce que tu associes NFT, Ethereum, tu te dis c'est énergivore, pas bon pour l'environnement, stop. Qu'est-ce qui fait que ça continue? Ouais. Donc moi j'étais intéressé, puis je parlais de temps en temps avec Serena Tabachi de Mogda. Euh, donc j'étais intéressé, j'étais presque familier. Puis il y avait aussi le coût du gaz, etc. Mais j'avais pas encore vraiment de pratique digitale à l'époque. Mais bon, le fait que ce soit des amis artistes qui aient lancé le truc sur les NFT. Donc après ces articles et ces trucs, il y a eu un mouvement de clean NFT, hein, en fait. Et là, donc, j'ai commencé à être un peu plus impliqué. Et Johanny Lemercier a créé un groupe comme ça, en disant, où on attendait, en fait, on cherchait des plateformes et des blockchains qui soient clean. Et donc, il y avait plusieurs avenues. Et à un certain moment, donc, on s'était rencontrés plusieurs fois comme ça en ligne. Et, euh, et là, on est déjà en 2021. J'ai sauté un an, la première pandémie, et là, c'est la même chose. Pendant la première pandémie, j'ai essayé encore de faire la première pandémie, le début de la pandémie, j'ai essayé encore de faire des NFT, en fait, mais j'y arrivais pas. Ouais, j'ai essayé encore de trouver une pratique digitale. Mais bon, on arrive en 2002, début 2021, donc on cherchait, on avait des meetings, etc. Et à un moment, Mario Klingelmann aussi faisait partie de temps en temps de ces meetings. Et à un moment, ben, il y a Iketnunk sur Tezos qui est apparu. Et là, on s'est tous jetés dans l'aventure des NFT sur Tezos, en fait. Euh, et donc, j'étais là au début. Et, donc, les premiers mois, j'imagine, ça a été comme le début des NFT sur Ethereum, où il y avait vraiment une belle énergie et ce côté de rencontrer des artistes du monde entier. Et peut-être que c'était plus intense parce que les NFT étaient déjà connus. Donc, en fait, très rapidement, il y a eu énormément de monde, énormément d'artistes vraiment du monde entier qui se sont retrouvés là. Et c'était intéressant parce que sur Iketnuk, donc, qui était la plateforme qui a lancé les NFT sur Tezos, il n'y avait rien au début. On pouvait juste minter, on ne pouvait même pas mettre son nom sur le profil, enfin, et c'était vraiment basique. Et donc, on a tous, en étant là, vu le développement et participé au développement de la communauté. Il y avait ce côté très commune d'artistes, en fait, au début. C'était très, très intéressant. Et c'est ça, en fait, avec les NFT, ce qui est intéressant. Bon, bien sûr, il y a le côté financier, mais c'est le côté de communauté, en fait. Des artistes et des collectionneurs, puisqu'en fait, les collectionneurs ne sont pas séparés de la communauté. Enfin, je ne sais pas sur Ethereum, mais sur Tezos, c'est ça. Bon, il y a ce côté, ben, c'est inclusif. D'accord. Donc là, aujourd'hui, tu es uniquement sur la blockchain Tezos. Oui, quasiment. J'ai un peu essayé sur Solana, et puis j'ai vendu deux, trois trucs, et puis j'ai arrêté. En fait, comme j'étais là au début sur Tezos, bon, bah, je fais partie un peu des anciens du truc, et j'étais très, très impliqué au début, durant les premiers mois. Donc ça, oui, oui, D'accord. je suis uniquement sur Tezos. Ok, d'accord. Et donc, du coup, Solana, ton retour d'expérience, qu'est-ce que c'est? Parce que tu as pratiqué un petit peu, donc tu as, Ouais, un petit peu d'expérience. C'est quoi ton retour d'expérience? bah, enfin, c'était bon, mais en fait, le truc, c'est que les NFT, il faut vraiment être impliqué dans la communauté si on veut avoir si on veut vendre, quoi, puisque c'est quand même l'idée de NFT, c'est quand même de les vendre, c'est quand même une, une partie assez importante du truc. Donc, il faut être impliqué dans la communauté. Bon, déjà, c'est fatigant. Enfin, ça prend beaucoup de temps d'être dans une communauté et d'être actif et de contribuer au truc. Donc, avoir deux choses, c'était difficile. Et aussi, bon, bah, sur Tezos, il y a ce côté aussi, pas éthique, mais avec certaines visions du monde qui. Enfin, il y avait ce côté où c'était, bon, enfin, c'est encore comme ça,
où c'est inclusif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes du Global South, donc des pays soit d'Amérique latine, soit d'Asie, etc., des pays où les revenus sont moins importants que dans les pays du Nord. Et, donc, il y avait ce côté éthique, donc pas trop de spéculation, et aussi cette idée qui était très particulier, qui est très particulier à Tezos, c'est les éditions, en fait. Depuis le début, l'idée, c'était de faire des éditions bon marché, en fait, et surtout sur le volume. Donc, ça crée un écosystème très différent et un modèle économique très différent. Où c'est des éditions qui sont vendues, donc beaucoup de ventes. Et donc, les artistes peuvent facilement aussi se former des grandes collections. Et la même chose, les collectionneurs peuvent avoir des grandes collections, mais avec très peu de moyens. Et c'est sur la quantité, en fait, que tu fais des revenus. Mais c'est des revenus qui n'ont aucune comparaison avec ce que les gens ont fait sur les séries. Bon, il y a quelques artistes qui vendent bien, mais sinon, c'est modeste, disons. Mais il y a plus de gens qui ont des revenus. D'accord, ok. Donc, en quelques mots, Solana par rapport à Tezos? Oui, moi, je ne me suis pas impliqué dans Solana, donc je ne peux pas trop me D'accord, ok, prononcer, quoi. Je ne ça connais pas marche. du tout la communauté, c'est-à-dire que j'ai imité quelques trucs en me disant, ben, je vais faire de l'argent. Bon, j'ai imité, ça, il y en a 3 que je crois qui se sont vendus, donc je me suis fait un peu de sous. Mais c'est tout, mais sinon, je ne peux pas me prononcer, quoi, puisque je D'accord, ne parfait, parfait. me suis pas impliqué. Et donc, du coup, communauté Tezos, où est-ce que ça se passe? Bah, donc, il y a quelques sites, il y a quelques places de marché maintenant. Bon, il y a toute l'histoire de Iketnuk, qui était la première plateforme un peu légendaire, avec un fondateur brésilien qui était enfin un caractère très intéressant. Et maintenant, il y a plusieurs plateformes plus ou moins commerciales, notamment il y a pour les gens qui aiment les génératifs, il y a FXH qui est très populaire, et il y a Object.com, et il y a Theia qui est la version communautaire de Iketnuk, donc c'est 3 SAT, il y a aussi Versum, donc il y a plusieurs places de marché, mais Tezos ont vraiment ont vraiment une politique et une stratégie, de la Tezos Fondation, d'aller vers l'art contemporain, puisqu'ils sont présents à Art Basel, Miami, et Art Basel en Suisse, et en Asie aussi. Donc, ils ont vraiment une politique et une stratégie de s'incorporer dans l'art contemporain. Notamment, il y a quelques grands artistes qui vont minter des œuvres. Et c'est vraiment une politique et une stratégie de la fondation, ce qui est assez intéressant. Et, ok, donc là, c'est être présent en tant que soit artiste ou soit collectionneur sur les places de marché, mais est-ce que l'aspect communautaire va au-delà de ça? Est-ce qu'il y a échangé avec des membres, etc. Et donc, quand je demandais en fait où ça se passe, c'était plus sur cet aspect-là. Oui, oui, bah, c'est sur Twitter, comme beaucoup de choses, hein, comme crypto, c'est sur Twitter essentiellement. Et puis, bon, il y avait Discord, mais j'ai l'impression que les trucs Discord, ça c'est très atténué. Ou c'est peut-être parce que c'est plus facile d'être sur Twitter et d'avoir un truc de message. Mais c'est ça. Et puis nous, avec Diane Drubet, on avait créé une plateforme. En fait, c'était basé sur un groupe d'artistes. Et on a créé une plateforme qui s'appelle Alteren. Mais comme tous les deux, Diane et moi, on a beaucoup d'activités. On a plus le temps de s'occuper de ça. On va peut-être faire une autre exposition en septembre. Enfin, on va faire une autre exposition en septembre. Donc, c'est notre site, c'est comme une petite place de marché, qui est un peu plus comme une boutique ou une galerie commerciale qui est petite. Et l'idée, c'est pas de vendre beaucoup, mais de présenter les œuvres plus dans un cadre artistique, etc., qui sont curatées. Et donc, tout ça, c'était basé sur un groupe d'artistes qu'on avait choisi au début, de 20 artistes du monde entier. Donc, on avait créé ce truc-là. Mais sinon, oui, comme beaucoup de choses, ça se passe sur Twitter. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'imagine que c'est la même chose partout. Pour avoir une existence dans les NFT, sauf si on a un certain niveau, il faut être vraiment impliqué dans le truc, surtout avec Twitter, où il y a le truc où c'est instantané, on disparaît très rapidement si on n'a pas d'activité. Si on ne poste pas, ou si on n'a pas des dizaines de milliers de followers,
ça demande un travail continuel, une implication continuelle de faire ça. Oui. Après, c'est pas propre à Twitter, hein, c'est propre à n'importe quel réseau social. Enfin, une Oui, personne qui démarre sur n'importe quel réseau social, elle va commencer à zéro. Et ensuite, pour se créer une communauté, il n'y a pas de, il y a pas de coup de fil, en fait. Il faut engager, il faut être présent, il faut s'engager avec l'audience qui se crée petit à petit. Et il n'y a pas il y a pas de ouais, coup de ouais. fil sur ça. J'ai une petite question pour toi. Donc là, c'est une personne qui alors, c'est Association CDS qui te demande quel conseil tu donnerais pour une personne qui débute dans l'art avec les NFT? C'est une très bonne question. J'ai aucun. J'essaie de réfléchir, mais c'est d'être. Enfin, c'est particulier parce que le marché a complètement changé en fait depuis la chute de la valeur des trucs, mais sur Tezos, en fait, les volumes de vente n'ont pas changé. Bon, ben, bien sûr, les gens gagnent moins d'argent à cause du taux de change, mais ben, il y a ce côté, ben, c'est de faire des œuvres, ben, pas des œuvres pour vendre, mais faire des œuvres artistiques comme dans une pratique normale en fait, parce qu'il faut ben, c'est tout, on fait notre travail d'artiste qui est en fait de faire des choses aussi honnêtes et aussi excellentes que possible, enfin aussi bonnes que possible. Et c'est ça, et après, ben, c'est ça, c'est être impliqué dans la communauté, et ça, c'est comme ben ouais, et le truc, c'est que à un moment, les gens se sont dit que les NFT, c'était de l'argent gratuit, quoi. Euh, des trucs où il n'y avait pas besoin d'effort, mais c'est un boulot, quoi. Si on veut vendre des NFT, bon, ben, c'est la même chose, sauf si on fait partie des gens qui ont des milliers de followers. Et ben, c'est du travail, et c'est un travail à temps complet. Moi, je sais que j'ai fait ça pendant la plupart de 2021. Et ben, c'est parce que bon, il n'y avait pas beaucoup d'expéditions, et donc et j'ai fait ça comme un boulot, enfin comme un boulot, comme une pratique. Et donc, c'est ça, c'est ben, essayer, c'est de minter des œuvres. Après, moi, j'ai pas du tout suivi les stratégies commerciales pour faire augmenter les prix et tout, etc. Mais dans ces cas-là, ben, il faut voir, mais il y a des stratégies, et spécialement sur Tezos, où c'est des éditions, donc il y a des trucs pour faire augmenter enfin, les prix. Mais bon, enfin, ça dépend si on veut. Oui, il y a des gens qui pourraient conseiller là-dessus. Moi, je suis très mal placé pour ça parce que D'accord. j'ai toujours fait un peu n'importe quoi. Donc, enfin, ça a bien Ok, marché. c'est plus au feeling. Donc, en gros, ta réponse, c'est un, c'est faire une œuvre artistique et deux, penser à la communauté. Oui, oui, c'est ça, c'est être impliqué dans la communauté et se former un groupe de voir quels artistes font le même genre de choses ou les artistes qu'on aime. Et je reviens sur Tezos, mais cet avantage de Tezos, c'est qu'on peut acheter des trucs pour 1 ou 2 euros, quoi, ou 3 € sur les grandes éditions. Donc, on peut se former une collection des artistes qu'on aime, et là, on échange, et donc on retweet les uns les autres, etc. Et ça forme cette petite communauté d'artistes. Et en général, ces communautés d'artistes sont aussi des collectionneurs qui regardent ces artistes-là. Donc, ça fonctionne un peu comme ça, quoi. C'est comme des trucs de communauté, quoi. D'accord, parfait. Merci. J'espère en tous les cas que Association CDS, la réponse de Patrick te permettra d'avancer Ok, il dit merci pour vos réponses. Donc, nickel. Du coup, prochaine question, c'est actuellement, est-ce que tu continues en fait à regarder un peu le marché? Et si oui, qu'est-ce qui retient ton attention en fait en termes de NFT? Ouais. Donc, donc mon activité avec les NFT a baissé en fait depuis septembre dernier, où en fait mon activité physique est incarnée en fait à commencer, à recommencer. J'ai eu des gros projets, etc. Donc, j'ai eu moins d'attention sur les NFT. Donc, je minte moins, mais je minte encore. Et là, je prévois de faire quelque chose en août. Après, ben, c'est ça, c'est sur Tezos, c'est ça, c'est le fait que, ben, en fait, et même sur Ethereum, c'est-à-dire que quand on voit ce que poste Cosomo de Medici, ben ça existe, la chute de la valeur crypto, etc., en fait, ça fait que maintenant, c'est le côté artistique qui est mis devant
les projets ont beaucoup moins d'importance. Les trucs qui sont là vraiment pour générer de l'argent ont pris beaucoup moins d'importance. Et maintenant, c'est vraiment les gens qui sont là pour l'art. Alors, pas uniquement, mais énormément. Et donc, ça a beaucoup changé. Après, des activités spécifiques, ben, il y a des activités donc, dues mes intérêts d'artistes contemporains ou d'institutions contemporaines d'art contemporain qui vont s'impliquer, qui sont assez intéressants. Bon, pour l'instant, on n'en parle pas trop. Et donc, c'est ça. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ça montre que les NFT sont là pour durer, en fait. Que beaucoup de gens qui étaient sur les NFT ne sont pas là pour l'argent. Bien sûr, ça fait partie du truc hein, de vendre. Il ne faut pas se cacher les trucs, mais il y a aussi ce côté, c'est très particulier, le fait de collectionner des NFT. Et ça, donc, c'est le truc nouveau, pas nouveau, ça existait déjà, mais là, on voit que c'est là, ça va rester. Enfin, bon, il faut espérer que ça va rester, mais il y a vraiment les signes, même il y a des galeries qui s'impliquent, même s'il n'y a plus tant d'argent à se faire que ça, ce qui n'est pas plus mal, en fait. Je pense que ça assainit les choses et c'est intéressant. On va voir comment ça se développe, hein, parce que c'est le truc avec crypto et NFT, les choses changent tellement vite. Et c'est aussi la beauté du truc. Ouais. En fait, une des beautés des NFT, du crypto, c'est l'énergie qu'il y a. C'est fantastique. Bon, ça peut être un peu fatigant si on s'implique trop, mais non, c'est très, très, très intéressant tout ça. D'accord. Et donc j'imagine que tu as un focus très fort sur le côté art avec les NFT. Est-ce que tu regardes aussi ce qui se fait avec le NFT qui permet d'avoir des utilités? Non. J'ai regardé, mais pour moi, c'est... Enfin, je vais être franc, je trouve que c'est essentiellement commercial. Ce qui est, c'est pas un problème, hein, mais au niveau artistique, ça n'a pas. Enfin, si, je sais pas, si le côté enfin, sinon, c'est intéressant. Non, je vais être plus clair. Il y a un côté. Donc, quand j'ai été très impliqué, j'ai beaucoup pensé au système, en fait. Et c'est vrai qu'il y a cette gamification de la collection de l'art ou de la collection, mais ça a toujours existé, ça. Le mélange de jeu avec la collection, en fait, ça existait toujours avec la collection. C'est ce mélange de jeu d'argent et de collection. Et en plus, c'est comme un casino, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de l'argent réel, on utilise des jetons. Exactement comme le casino, où il y a ce truc. Et donc après, avec les utilities et tout ça, on joue en plus avec la notion de privilège, de club, etc. Et c'est très, très intéressant. Et c'est normal que les gens sont impliqués. C'est tout un mélange de choses qui ont toujours attiré les humains. L'histoire de clubs fermés, de privés, de jeux d'argent, de collections, tout ça, ça fait vraiment un truc qui est là, qui excite les humains, quoi. Et c'est très intéressant. Après, le truc des utilités, disons, pour moi, ça ne m'intéresse pas, mais je peux comprendre l'intérêt, pourquoi les gens sont intéressés. Mais en l'occurrence, je ne vois pas l'utilité, mais je comprends. Ok. Parce que moi, par exemple, pour moi, les NFT, en fait, c'est une techno donc, qui permet de définir qui est le propriétaire d'une chose et cette chose, elle est soit physique, soit digitale. Et moi, l'une des premières choses que je regarde, c'est l'utilité que ça me permet, en fait. Je ne prends pas le NFT. En fait, j'entends que le premier cas d'utilisation qui a vraiment rendu les NFT populaires, c'est l'art. Mais je ne fais pas une réduction des NFT uniquement à l'art. Non, mais je comprends. C'est vrai que ma première réaction était comme ça. C'était juste parce qu'il y a des gens, enfin, des artistes qui se forcent à mettre des utilities sur des trucs où c'est pas évident qu'il y ait vraiment des utilités, quoi. Enfin, c'est forcé, quoi. L'utilité est complètement factice, en fait. Mais ça existe, en fait, dans le domaine de l'art. C'est pas encore arrivé, mais ça va arriver avec les musées, etc., qui vont vendre des tickets sous la forme de NFT qui donneront le droit à des trucs qui existent déjà avec les amis des musées, où ça donne le droit à des entrées de vernissage ou des trucs ou des cadeaux. Enfin, donc là, il y a vraiment aussi le même principe. Et c'est vrai que ça peut être aussi très intéressant. Il y a vraiment des choses à explorer. Ma réponse initiale, c'était
de mon Oui, point de vue. c'est plus En y une pensant, réaction j'essaie d'être brute. positif. D'accord, ok. Donc j'entends. Y a pas de mal à ça. Hein, t'es focus plus sur l'art. Y a pas Ouais. de mal à ça. Euh, quelle question j'ai envie de te poser? Quel est ton actualité? C'est donc la classe que tu vas essayer en fait de promouvoir et donc d'avoir des nouvelles performances avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Bah là, ça fait combien de temps? Ça fait 4 mois que je bosse à plein temps sur une installation qui aurait dû me prendre un mois. C'est un système complètement nouveau. Bon, c'est toujours des robots qui dessinent. Et ça, en fait, j'ai exposé ça à Barcelone. J'ai déjà exposé, j'ai fait une preview le mois dernier à Barcelone. Et là, j'y retourne parce qu'il y a une grande exposition au Centre de culture contemporaine. C'est une exposition qui s'appelle Brains, donc le cerveau, et qui va être là pour 4 mois. Et c'est une nouvelle œuvre que je présente. Et cette œuvre va après être dans une collection d'art contemporain. Elle va aller directement chez un collectionneur. Donc ça, c'est le D'accord. gros truc où ça va. Là, je suis encore en plein dedans. Il passe chercher l'installation demain. Donc, je suis en train de finir ça. Ok, parfait. Parfait, parfait. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu aborder que je t'ai pas donné l'occasion? Euh, non, pas vraiment. J'arrive pas à voir des choses. Ben, toi, c'est quoi ton parcours en fait? Ah ben, merci pour la question. C'est la première fois qu'un invité me pose la question. Donc, j'ai pas de problème du tout à y répondre. En fait, moi, mon parcours, c'est historiquement, en fait, moi, je suis ingénieur réseau sécurité en informatique. Et comme je te disais, en fait, donc, le monde crypto, moi, j'y suis rentré en 2017. Donc, c'est au moment où j'ai acheté mes premières crypto-monnaies. Je me suis pas plus intéressé en fait au fond, à ce qu'il y avait derrière. Donc ça, c'est 2017. 2021, j'ai commencé à me réintéresser avec l'évolution Bitcoin. Mais là, la différence avec ce que j'avais fait en 2017, c'est que je me suis vraiment intéressé au fond. Donc, comment ça s'est généré, c'est lecture de white paper, être engagé sur Twitter, rejoindre des groupes Discord, etc. Donc donc ça, on va dire que c'est de décembre à février. Et février, quand j'ai vraiment compris quelle était la puissance de la techno NFT et de mon point de vue, comment ça va révolutionner le monde, c'est là que je me suis mis en projet de me mettre à plein temps sur les NFT et c'est notamment pour ça que j'ai lancé Robert Spotlight. Ah, mais c'est intéressant. Ouais, ouais. Non, c'est intéressant le parcours de tout le monde, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a ce côté nouveau et excitant et le fait de l'impression de créer, en fait, de développer des choses nouvelles. Et il y a ce côté aussi de communauté où on n'est pas seul. Et c'est très intéressant ce fait. Enfin, c'est très prenant et excitant, enfin motivant. Oui, C'est très, très intéressant. Et nous, donc, sur les choses qu'on essayait de plus, donc je vais revenir sur les choses qu'on n'a pas abordées, mais donc avec Alteren, la plateforme, donc c'était vraiment pour pousser des idées. On avait eu une grant, enfin, une subvention d'une association d'art contemporain, et c'était pour pousser cette idée que les NFT, c'est-à-dire que si tu vois les foires d'art contemporain, il y a des dizaines de milliers de personnes. Les musées, c'est la même chose. Il y a plein de gens qui y vont, mais la plupart ne sont pas collectionneurs parce que c'est trop cher en fait. Mais ils achètent des catalogues, des trucs comme ça. Et en fait, avec les éditions de NFT, donc qui coûteraient quelques euros jusqu'à quelques centaines, voire un millier ou 2 milliers d'euros. En fait, ça permet à tout le monde de se prendre au jeu de la collection, de faire des recherches, etc., d'échanger. Et c'est comme ça qu'on voit les NFT. Il y a vraiment, je parlais des galeries parce que j'ai encore ce côté un peu pas évangéliste, mais un peu, oui, si, d'essayer de développer ça. Et c'est vrai qu'il y a un intérêt aussi bien par les petites galeries que même les collectionneurs, en fait. Enfin, pas les collectionneurs, les amateurs d'art. Euh, Puisque c'est vrai que la collection, moi, j'ai jamais rien collectionné de ma vie. Et quand je suis arrivé dans les NFT, j'ai commencé à collectionner. Et il y a vraiment un plaisir. Et il y a ce plaisir encore plus net avec les NFT, c'est qu'on rentre directement en relation avec l'artiste quand on achète un de leurs NFT. Il y a ce côté où on achète un truc. C'est comme
un like sur Instagram ou Twitter, ça coûte rien en fait, mais ça coûte rien émotionnellement aussi. C'est un truc, ça coûte rien. Alors que le NFT, c'est comme un super like en fait. Et ça marche dans les deux directions. Et il y a cet investissement financier, mais ça crée vraiment un lien et c'est qui a une Rapport de valeur proximité. aussi. Ouais, c'est ça, et c'est une valeur émotionnelle en fait. C'est très très intéressant ce phénomène et il y a le côté collection qui est fantastique. Enfin, si on se prend à la collection, c'est intéressant. C'est un truc qui est addictif, mais bon, c'est addictif d'une façon positive. Enfin, ça dépend. Comme tout le monde, il y a des excès, mais et encore, c'est pas. Il y a pire quoi comme addiction. Et c'est vrai qu'il y a vraiment mais c'est intéressant, le crash des cryptos, c'est très intéressant parce que même si, au vu de l'extérieur, on a l'impression que ça va disparaître, en tout cas, moi, j'imagine qu'ils voient les NFT vraiment comme une façon d'attacher, à la limite, c'est comme attacher une identité aux objets digitaux. Mais, enfin, c'est là pour rester, quoi. C'est très intéressant parce qu'à un moment, on n'était pas sûr et ce crash montre que les gens, ben, enfin en tout cas du côté artistique, bah, vous continuez à utiliser ça, même si les revenus ont énormément baissé, etc. Il y a quand même, bah, ça continue. Il y a toujours des nouveaux venants. Ça, c'est vraiment. Faut voir comment ça va se développer. De toute façon, on ne peut pas prévoir l'avenir, mais surtout dans les cryptos. Oui. Mais non, la technologie est très intéressante. Ça va sûrement énormément évoluer. Je pense qu'on est avant le début. C'est C'est sûr que c'est très tôt, là. ouais, ça pas encore. C'est même avant. C'est comme l'Internet en fait. Toutes les compagnies qui existaient au début de l'Internet ont disparu quasiment. Ici, il y a encore Yahoo. Et encore, eux, ils n'étaient même pas là au début. Ils sont arrivés après. Mais, donc, ça va sûrement faire la même chose. La plupart des choses qu'on connaît sur les cryptos vont sûrement disparaître dans les quelques années qui viennent. Pas les blockchains, et encore, on verra, mais les sites, sûrement. Ok. J'ai une nouvelle question pour toi de la part de Association CDS. C'est que pensez-vous du métaverse pour le marché de l'art numérique? Du métaverse en général. Moi, je connais pas trop le métaverse, mais j'étais surpris. J'étais sur des parties, je sais plus sur Atrium, je crois que ça s'appelle Atrium, et j'étais très étonné parce qu'il y avait une partie, et je me suis vraiment senti comme si j'étais dans une fête. Euh, donc, je connais pas trop hein, le métavers. J'ai vu ça de l'extérieur. J'étais voir quelques trucs aussi, etc. J'ai trouvé que certains étaient un peu lourds et pas très fluides pour visiter, mais ça, tout le monde le sait. Il faut quand même, ça va demander un peu de maturité avant de s'intéresser. Non, mais c'est vrai que pour l'art numérique, ben, c'est fantastique. Hein. On a fait des présentations pendant Art Bruxelles ici, et donc il y avait aussi des artistes, des NFT, et bon, moi, j'ai eu de la chance comme artiste parce que mon travail n'est pas uniquement numérique, mais physique. Donc, j'ai pu gagner ma vie comme ça. Mais il y avait des artistes qui m'ont dit, moi, ça fait 20 ans que je fais un travail artistique, je n'ai jamais réussi à vendre quelque chose. Et avec les NFT, finalement, mon travail est vu par des gens du monde entier et collectionné, et j'arrive à faire de l'argent avec ça. Et ça, pour l'art numérique, ça a été fantastique et c'est fantastique. Donc, pour ça, parce que c'est vrai que il y a tout ce pan d'artistes qui n'existaient pas, qui étaient des gens qui travaillaient pour la pub, comme graphic designer, etc., et qui maintenant ont déjà juste avoir leur travail vu par des gens qui l'apprécient. Juste ça, c'est fantastique, quoi. Et donc le métavers, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. Ça va permettre de faire des expositions visitables, etc. Sur le métaverse. Mais bon, à la limite, oui, ça, faut voir comment ça va se développer pour l'instant. C'est la même chose, on est au début. Ouais. Parfait. Parfait. Merci de ta réponse. Donc là, c'est passe décisive. Donc en gros, c'est quelque chose que j'ai rajouté en fait à mon podcast. En gros, passe décisive, qu'est-ce que c'est? Je demande en fait à mon invité du jour, donc en l'occurrence toi, Patrick, qui est-ce que tu aimerais voir comme invité, comme prochain invité dans Robert Spotlight? Et deuxième chose, c'est quelle question tu aimerais que je pose à cet invité?
Ah ouais, c'est intéressant. Ben, donc, il faut que ce soit en français. Non, Ben, non, enfin, je fais en français et en anglais. Donc après, j'essaie ah, de le faire au d'accord, maximum c'est bien. en français, parce que du coup, en anglais, je vais pas pouvoir toucher, parce que moi, je cible en fait une audience francophone, mais Mm. je fais également des interviews en anglais. Ben, ça dépend, je ne sais pas si elle a beaucoup de temps, etc. Mais il y a Diane Drubet, donc, qui est une des responsables de l'art contemporain à Tezos. Donc, Comment tu écris Drubé? Drubai. Je vais te mettre ça dans le chat. Euh, Ok. qui était la cofondatrice d'Alteren. Et donc, la première question, c'est pourquoi Tezos s'implique dans l'art contemporain et comment elle voit le futur, et qu'est-ce qu'ils font pour ça. Et puis, mais sinon, il y a des artistes français, ou alors, je peux inviter aussi le créateur de FXH, qui est la plateforme pour l'art génératif sur Tezos, qui est très, très populaire. Et tu connais Euh, son nom, prénom? Enfin, ou Comment en tous les ça cas, peut... son... Oui, je peux le trouver. On peut le trouver. Oui, oui, je peux le trouver. Je te passerai ça sur Twitter. D'accord, ok. Donc, le fondateur de FXH. XH. Et du coup, là, la question, ce serait, est-ce que tu aimerais Euh, que je lui pose une question? euh, difficile de gérer ce succès si intense. Parce que c'est fou, quoi. Enfin, c'est le truc d'écriture. Lui, il a sorti son site, puis ça a explosé d'un seul coup, quoi. Ça a été. Et en quelques mois, c'est devenu une plateforme incontournable de l'art génératif NFT, quoi. Et donc, il est français, je crois qu'il est basé à Lyon. Je me rappelle plus. C'est Sifud. Ouais, je chercherai. Ok. Dans tous les cas, c'est noté. Merci pour la passer. Et du coup, dernière question avant de mettre un terme à cette interview. Patrick, pour toi, c'est quoi un NFT? Euh, Bah, c'est ce qui permet de vérifier ou de, oui, en fait, de donner une identité digitale à une œuvre digitale, de donner une identité qui permet justement de faire des transactions dessus. Donc, c'est la même chose de transformer en asset. C'est un truc de vérification, ouais. Et qui permet donc de faire ces collections, etc. Maintenant, c'est juste, c'est ça, oui, c'est ce qui permet et au niveau, ouais, au niveau plus conceptuel, c'est ben, quand j'explique souvent à des gens, mais j'ai déjà entendu cette explication, hein, ça vient pas de moi, mais c'est la différence entre ben, des romans, des bouquins, des vieux bouquins, même du 19e siècle ou du 18e siècle, qui en fait ne coûtent rien, hein. On va dans les bouquins, c'est fou, parce que tu peux acheter des bouquins du 17e ou du 18e pour quelques dizaines d'euros, mais les bouquins signés, eh ben, les prix sont énormes, ou les premières éditions. Et ben, c'est la même différence avec les NFT, c'est en fait parce que le truc est signé, ça a de la valeur. Dans l'art, hein, dans l'art, pour les autres choses. J'ai pas de point de vue sur les autres applications des NFT. C'est pas... D'accord. Ben, merci, merci pour ta réponse. Merci Patrick pour ton temps, pour ta bonne humeur et donc pour toutes les choses que tu as partagées. Merci aussi à Association CEDES pour l'engagement, pour les questions. J'espère que l'interview t'aura apporté enfin, des informations pertinentes pour ton parcours. Et Patrick, encore une fois, merci beaucoup. Et pour les autres, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Robert Spotlight. Au Oui, ben revoir. merci à toi, Robert, et puis merci à tout le monde qui va regarder. Allez, salut, au revoir. Au revoir.